faire des confusions. Et là, donc, le roman constitue un genre qui est très simple, je peux dire, pas compliqué comme la poésie, mais aussi qui a beaucoup de bagages. Et là, puisque, comme M. Thiam l'a déjà fait, je voulais simplement revenir sur la forme, c'est-à-dire la forme du roman. Qu'est-ce qu'un roman? Il faut comprendre que le roman se différencie de la poésie. Pourquoi? Parce que le roman, c'est une seule œuvre. C'est une œuvre qui raconte une histoire. Autrement dit, l'histoire a un début, l'histoire a des épisodes, l'histoire aussi a une fin. Maintenant, pour que l'histoire se déroule, il nous faut la présence des personnages. Et ce sont même ces personnages qui vont faire évoluer l'histoire, mais aussi à partir de ces personnages, l'auteur lui-même va faire jouer les fonctions qu'il vise en quelque sorte. Il ne faut pas aussi oublier que devant un roman, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle le narrateur et l'auteur. Qui parle? Est-ce que c'est l'auteur qui parle? Ou bien l'auteur a choisi quelqu'un qui parle à sa place, d'où maintenant l'importance de ce qu'on appelle la focalisation. Qu'est-ce que la focalisation? La focalisation, c'est le point de vue par lequel l'histoire est racontée. C'est-à-dire qui raconte l'histoire. Est-ce que c'est l'auteur lui-même qui raconte l'histoire? Ou bien l'auteur se cache derrière un narrateur pour maintenant faire évoluer l'histoire. Et à partir de cela, on dit qu'on a 3 focalisations. À savoir, la focalisation interne. On parle de focalisation interne quand l'auteur lui-même, en quelque sorte, ou bien le narrateur, participe même à l'histoire et parfois même il devient un personnage. C'est ce qu'on a dans les œuvres autobiographiques. Certains vont dire qu'une si longue lettre de Mariama Ba est une œuvre autobiographique. Pourquoi? Parce que l'auteur n'a fait que la narration de sa vie. D'autres vont dire que les confessions de Jean-Jacques Rousseau sont... Donc, Rousseau a utilisé une focalisation interne, de même que Camara Laye dans L'Enfant Noir. Pourquoi? Parce qu'il raconte, c'est sa propre vie. On a la focalisation externe. Quand est-ce que la focalisation est externe? C'est quand l'auteur ou le narrateur sort carrément de l'histoire et visionne, comme ce que nous avons là, les caméras, ainsi de suite. Il n'intervient pas, il ne se cache pas derrière un personnage, il ne fait qu'évoluer l'histoire et il est informé en même temps que le lecteur. Il ne connaît rien de ce qui va se passer dans l'œuvre. Et ensuite, on a la focalisation zéro, qu'on appelle aussi le point de vue omniscient. C'est quand même avant la lecture, l'auteur ou bien le lecteur lui-même sait tout de ce qui va se passer. Et là, ça peut être même à partir du titre. Il y a certains auteurs, avant même qu'on ne commence la lecture, le lecteur est informé de tout ce qui va se passer. Je donne l'exemple de la malédiction de Rabi. Rabi, c'est le personnage principal, mais quand l'auteur nous dit la malédiction de Rabi, même sans lire, on saura que Rabi sera maudite dans l'œuvre. Elle va souffrir et pourquoi pas mourir à la fin. Donc il y a donc des romans où l'auteur informe, des romans où l'auteur se détache carrément de l'histoire, mais aussi des romans où l'auteur ou bien le narrateur va entrer dans l'histoire. Et selon les différentes positions du narrateur, on va détecter ce qu'on appelle la focalisation. Mais aussi on ne peut pas parler de roman sans pour autant faire allusion à l'espace. L'espace, c'est le lieu. Si vous regardez les romans, tout roman a un ou des lieux. Ça dépend du choix de l'auteur. Le lieu, en classe, j'ai l'habitude de donner l'exemple de Maïmouna. Maïmouna d'Abdoulaye Sadji. On a dit l'histoire commence à Louga. Donc, nous sommes à Louga. L'histoire commence à Louga. Ensuite, l'héroïne va partir à Dakar pour revenir à Louga. Si on prend Nini Mulatrice du Sénégal, l'histoire se passe à Saint-Louis. Donc, dans chaque roman, vous verrez qu'il y a un espace. Et quel est le rôle de l'espace? L'espace participe à la véracité des faits. Tout à l'heure, donc, il y a eu un débat entre est-ce qu'une si longue lettre, c'est la réalité ou bien c'est la fiction. Même si c'est une fiction qui s'inspire du réel. Comme M. Thiam l'a dit, tout roman est partagé entre la réalité et la fiction. C'est pourquoi le roman constitue une oscillation entre réalité et fiction. Mais à partir des caractéristiques, l'élève peut se défendre ou bien peut défendre l'idée selon laquelle est-ce que le roman est une réalité ou bien c'est une fiction. L'espace nous montre que c'est une réalité, mais en même temps une fiction. Car il arrive que l'auteur, le romancier, emploie des espaces qui sont invivables. Autrement dit, l'homme normal ne peut pas vivre dans ces milieux. Ou bien il peut peindre ses personnages de manière extraordinaire,
au point de les faire sortir de la réalité. C'est l'exemple de Mam dictateur de Cheikh Aliou Ndao, où le personnage principal, le président, est transformé en âne, malgré qu'il continue même d'exercer ses fonctions. Mais aussi, vous avez Sundiata de Djibril Tamsir Niane, où le personnage a déraciné tout un baobab qu'il va déposer ou qu'il va planter devant la case de sa mère. Tout cela, donc, c'est de l'exagération. C'est pour montrer que, quel que soit son rapport aussi avec la réalité, le roman ne sera pas toujours une réalité à 100%. S'il y a une réalité, peut-être ça sera 50-50. Et d'une part, même d'autres vont nier carrément que c'est de la fiction. Pourquoi? Parce que tout roman est une invention. Tout roman naît de l'imagination fertile de l'auteur, et c'est à l'auteur même de détourner ou de contourner l'histoire pour arriver donc à ses fins. Les personnages aussi sont l'élément clé, ce sont donc les éléments moteurs de tout roman. On ne peut pas parler de roman sans la présence des personnages. On ne peut pas aussi parler donc de roman sans parler du temps. Tout à l'heure, M. Thiam vous a parlé de ces périodes. Donc il y a un temps, ce qu'on appelle le temps de l'histoire et le temps de la narration. Le temps de l'histoire, par exemple, si vous prenez un roman, vous le placez dans une période. Parfois, ou bien si l'auteur appartient à une période, n'importe laquelle, vous verrez que ce qu'il va brosser dans le roman, vous pouvez retrouver les références dans cette société. Si on prend les romans de... Comment ça s'appelle? Si on prend Les Misérables, par exemple, de Victor Hugo, un roman donc qui traite de la misère sociale au 19e siècle. N'oubliez pas aussi que le 19e siècle est appelé le siècle de la misère sociale par excellence. Il s'est inspiré de cette misère pour créer donc son roman, mais en même temps, il se fait le porte-parole de ces misérables, mais aussi le porte-parole de ces gens qui sont laissés en rade. Et là, il incite aussi les forts à soutenir donc ces faibles. C'est pour simplement montrer que, en dehors des caractéristiques, le roman peut jouer des fonctions que M. Thiam a déjà évoquées. Le roman est un moyen d'évasion. Le roman est un moyen de distraction, car l'évasion conduit directement à la distraction. Le roman est un cours d'éducation civique et morale, pour dire que le roman joue une fonction didactique. Le roman aussi joue une fonction satirique. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de s'engager, c'est un moyen de dénoncer les tares de la société, afin maintenant de libérer le peuple. Mais aussi, le roman peut servir à éveiller les consciences. Le roman aussi est un document qui permet d'acquérir des connaissances. On a plusieurs fonctions du roman. Et pour terminer, on va peut-être revenir, parce que c'est un aspect qui est très important et que la plupart des élèves de terminale font la confusion entre les fonctions et les aspects. Aspect et fonction, ce n'est pas la même chose. On peut faire un sujet sans pour autant toucher aux aspects. Ça dépendra maintenant de la consigne. Mais les aspects, c'est-à-dire le roman est d'une part une fiction, ensuite une réalité, mais aussi le romancier a un problème. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas ne pas utiliser les deux à la fois. Parce qu'il est un être de la société, comme l'a déjà dit Thiam. Il s'inspire de ses semblables pour créer son œuvre. Il a aussi ses projets. Et là, à partir maintenant de son imagination, il va observer pour créer son roman. C'est l'exemple même de Aminata Sow Fall dans La Grève des Mbatou, qui met en relief le problème des mendiants au Sénégal. Certes, pour ceux qui disent que c'est réalité ou fiction, Aminata Sow Fall elle-même, on lui a posé la question, elle a dit, elle a voulu conscientiser les Sénégalais. Pourquoi? Parce qu'une fois dans un bus, au niveau des arrêts, par exemple, les feux que nous avons à Dakar, quand le feu est rouge, je crois, les voitures doivent s'arrêter. Et parfois à Dakar, c'est là où se retrouvent même les mendiants maintenant de n'importe quel type. Et là, un passager a dit, regardez ces déchets humains. Pourquoi? Parce qu'il les a écartés carrément de la société. Maintenant, pour mettre en valeur les mendiants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son histoire en mettant en exergue principalement les mendiants qui vont aller en grève. Là donc on a peut-être des élèves qui sont... Mais là sont donc les mendiants qui vont aller en grève. Pourquoi? Parce qu'il y a un président qui devrait venir au Sénégal. On a demandé au ministre de la Salubrité de balayer la ville. Qu'est-ce que ce ministre a fait? Du nom de Mour Ndiaye. Il a balayé non seulement les ordures, mais dans son camion, il a ramassé tous les mendiants. Et à 200 km de Dakar, il les a jetés là-bas, comme quoi que ils ne font pas partie de la société, ils sont des ordures. Donc, à l'approche de la campagne électorale, Mour Ndiaye lui-même est parti consulter un marabout. Le marabout lui a donné, lui a dit de donner de l'aumône à des mendiants. Pourtant, c'est lui-même qui
qui a balayé les mendiants. Lui-même, il va prendre sa voiture, il va parcourir 200 km pour venir rencontrer les mendiants. Mais les mendiants ont refusé de prendre l'aumône. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que, étant ministre, il n'aura jamais besoin donc de ces gens qu'ils considèrent comme des ordures, comme des déchets. Et la leçon de morale qu'il veut dégager, elle a dit, elle sensibilise, mais aussi elle dit qu'elle veut montrer à la société que, quelle que soit la place qui est occupée par l'homme, quel que soit son degré de pauvreté, il faut toujours lui prendre en compte. Pourquoi? Parce que l'homme est le remède de l'homme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nior.